je vous demande d'accueillir le docteur Jean-Gérard Bloch. Un très grand merci d'être avec nous et je vous laisse la parole. Merci. Un grand merci aux organisateurs, Adèle et Thierry, de m'inviter pour vous parler. Je vous préviens tout de suite, moi je ne me sens pas du tout éveillé. Réveillé peut-être, et encore je ne suis pas sûr ce matin, mais éveillé certainement pas. J'ai eu l'immense chance et le grand privilège de côtoyer de très près quelqu'un qui, à mon sens, est vraiment éveillé. C'est quand on a reçu l'année dernière à l'Université de Strasbourg pour une journée de dialogue scientifique le Dalai Lama, et de côtoyer quelqu'un qui est vraiment éveillé et qui diffuse tant d'amour, d'énergie, de simplicité et de joie, d'optimisme. Ça permet d'avoir une petite idée de ce qu'il y a comme chemin à parcourir, peut-être pour chacun d'entre nous, avant d'être un tant soit peu éveillé. Alors, je suis médecin, je suis rhumatologue, je pratique et j'ai étudié dans différentes traditions la méditation depuis une vingtaine d'années, et ça a intégré ma vie de façon que je n'imaginais pas. Je pratique tous les jours et ça a changé ma vie à la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel. J'ai essayé de développer cette approche de la méditation dans le monde de la santé, et de la santé peut-être dans nos sociétés, dans le monde, dans l'entreprise, et c'est ce qui me permet peut-être de me trouver face à vous. Je vais essayer de sortir des lumières les plus fortes pour vous voir un petit peu. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle vous êtes là ce matin ? Qu'est-ce qui vous a poussé profondément à venir, à prendre une journée de votre temps, certainement très chargée, et qui a plein d'activités dans une période encore plus chargée de l'année? Juste prendre un tout petit temps pour vous interroger, ce petit temps d'intériorité qu'on évoque parfois de façon très intellectuelle, mais qui peut être abordé, toucher une part d'intelligence, pas seulement notre formidable intelligence de pensée avec ce cerveau dont je vous parlerai après, en lien avec la méditation, dont on sait si peu de choses, mais quand même de plus en plus de choses, mais aussi l'intelligence du cœur, peut-être une des raisons pour lesquelles vous êtes là, l'humain que tu évoquais, Thierry, et puis l'intelligence du corps aussi, qui est quelque chose de fondamental pour toucher à notre intuition, à ce qui nous permet parfois de prendre des grandes décisions dans des moments majeurs de notre vie, et que vous connaissez tous. En s'accordant, je vous propose ça, un tout petit temps pour se demander qu'est-ce qui m'a poussé à être là aujourd'hui, à prendre cette journée, qu'est-ce que j'attends ? Alors, on pourrait prolonger ce temps, bien sûr, mais on va pas le faire. Je vais vous parler un petit peu de la méditation, parce que c'est ce que je connais un tout petit peu, et de l'accès à une certaine intériorité qu'elle permet. La méditation, elle existe, comme ça a été dit, depuis des millénaires, dans différentes traditions. Elle s'est développée, on peut parler des Chinois, on peut parler de l'Orient, mais on peut parler aussi des Grecs. Les Grecs, nos grands philosophes grecs méditaient, ils avaient une pratique méditative. Dans la médecine, cet aspect technique qu'on connaît peut-être mieux et qui s'est développé aujourd'hui, de la médecine d'Hippocrate, existait à côté de la médecine d'Esculape, où la méditation, le prendre soin de soi, la bienveillance à l'égard de soi-même existait. Et puis ça s'est développé aussi dans d'autres champs médicaux. Les thérapeutes d'Alexandrie, par exemple, au 1er siècle, étaient dans des traditions où la méditation jouait un rôle à la fois pour le médecin et pour le patient, dans une intériorité d'échanges humains. La méditation, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, elle se développe dans notre monde occidental au travers de certaines approches qui l'utilisent. On parle de mindfulness, de pleine conscience. Ce développement doit beaucoup à quelqu'un qui est un médecin, un biologiste et un méditant avec une grande sagesse, qui est Jon Kabat-Zinn, qui a
une quarantaine d'années, presque 40 ans, à développer un programme bien particulier de propositions de méditation qui a été un petit peu un élément fondateur permettant dans le monde scientifique et le monde médical de commencer à faire des études et de trouver, je pense qu'on en est juste au début, les effets bénéfiques de la méditation sur la santé et un certain nombre de débuts aussi de compréhension des mécanismes par lesquels ça passe, et ça s'appuie aussi sur les compréhensions du stress. Alors le stress est utilisé beaucoup comme mot pour définir beaucoup de choses, mais quand on parle de stress, il faut parler aussi de capacité d'adaptation, car on vit à toutes les époques, l'homme a vécu des grands changements, et si on est là aujourd'hui, c'est des évolutions au fil des siècles qui nous ont permis de nous adapter. Et en fait, il n'y a de stress que quand nos capacités d'adaptation sont dépassées, ce qu'on peut rencontrer de plein de façons différentes et qui a été magnifiquement exposé au préalable. Sur le stress et la méditation, il y a des travaux récents que moi je trouve très impressionnants. Je vais essayer de vous donner comme ça de façon ponctuelle quelques éléments de science forte qui touchent à ce lien entre la méditation et puis les effets que ça peut avoir sur la santé et notre vie au quotidien. Alors le stress a un effet sur des composantes biologiques très profondes de notre corps qui sont nos gènes. Dans la biologie du gène, il y a des composantes, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, qui sont les télomères, l'extrémité des chromosomes qui, à chaque division cellulaire, diminuent de taille et elles ont un rôle important de protection de la cellule et du chromosome à chaque division. Le stress diminue la taille de ces télomères et un stress chronique a fait la preuve de pouvoir diminuer notre espérance de vie jusqu'à 10 ans. Et la chose vraiment impressionnante, je trouve, c'est que la pratique de la méditation sur des programmes déjà assez courts, quelques semaines, 8 semaines, 2 mois, ralentit cette diminution liée au stress. Donc là, on a un effet, une preuve indubitable pour qui aurait légitimement le droit de douter d'un effet à un niveau très profond. Ce n'est pas juste par rapport à la méditation une idée de relaxation ou d'effet un petit peu superficiel ou à la mode. Et ça fait partie des éléments qui posent cela comme un élément fondamental. Ça, c'est sur le stress, la biologie du stress. Il y a un autre élément qui est aussi lié au développement de l'imagerie cérébrale, l'IRM fonctionnel, qui a fait son apparition assez récemment finalement et qui permet aussi d'avoir une révolution récente parce que ce sont des technologies qui permettent d'objectiver l'expérience intérieure. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Tout d'un coup, au travers d'une machine, on peut voir telle ou telle région du cerveau qui s'active et le voir de façon dynamique et commencer, alors je prends beaucoup de précautions volontairement, commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau en même temps que je suis en train de vivre quelque chose. Donc mon expérience personnelle, mes émotions, mes pensées, non pas qu'avec une IRM, on ait le texte comme un texto qui apparaisse de qu'est-ce que j'ai comme contenu de pensée, on n'arrivera certainement jamais à ça, on ne sait pas, mais simplement d'avoir des fonctionnements sur des zones particulières qui peuvent s'activer, et cette extraordinaire complexité de se concentrer de matière probablement le plus complexe qui existe dans l'univers aujourd'hui, qui est notre cerveau, notre système nerveux, et le lien qu'il peut avoir avec notre esprit. Et on a découvert comme ça, avec l'IRM fonctionnel par exemple, que ce qu'on connaît tous, qui est une sorte de vagabondage mental, hein, la petite radio qui passe tout le temps dans notre tête, les idées qu'on se fait sur les choses, les préoccupations qu'on a sur le passé, les anticipations qu'on fait sur l'avenir, qui en fait sont ce qui occupe le plus notre champ mental toute la journée. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tous les cas, c'est le cas. Eh bien, on se rend compte qu'il y a une signature dans le cerveau de ce fonctionnement-là, qu'on appelle le vagabondage mental, et c'est en fait ce qu'on appelle un réseau par défaut. Réseau par défaut parce qu'il fonctionne de base tout le temps, en général à notre insu dans la vie quotidienne, mais quand on propose à quelqu'un de se mettre dans une IRM fonctionnelle et puis juste de ne rien faire, eh bien, on se rend compte qu'il y a cette activité permanente.
Si vous fermez les yeux, assis comme on va le faire dans quelques instants, si vous souhaitez le faire, vous vous rendrez probablement compte qu'il y a cette radio qui fonctionne en permanence. Eh bien, ce réseau, par défaut, joue un rôle dans notre vie quotidienne parce qu'il occupe un certain nombre de nos ressources disponibles à chaque instant pour pouvoir vivre, faire face à ce qu'on est en train de vivre. C'est comme une espèce de bruitage perpétuel qui nous empêche de trouver les bons signaux qui sont intéressants dans notre vie, parce que ce vagabondage, en plus, en général, il nous fascine. On aime bien toutes ces idées, toutes ces pensées, qu'elles soient positives ou négatives. Ça dépend des moments ou des personnalités de chacun, mais cette fascination, elle existe pour chacun d'entre nous qui fait ce bruitage permanent. On se rend compte que les effets de la méditation, assez rapidement, pas par une lecture dans un livre, mais par une pratique. C'est une petite parenthèse que je fais, c'est que la méditation correspond à un apprentissage et un entraînement avec une pratique qui doit être une pratique régulière, faute de quoi, comme pour n'importe quelle de nos aptitudes physiques et mentales, jouer d'un instrument de musique, pratiquer un sport, taper sur un clavier d'ordinateur, tout ça, si on arrête de le faire pendant un certain temps, les aptitudes mentales et physiques s'atténuent, disparaissent. Et concernant la méditation, je fais une autre parenthèse aussi, elle a besoin de s'entraîner, d'être régulièrement implantée, sinon elle disparaît. Et les effets qu'on retrouve au niveau de ce vagabondage mental jouent un rôle important là-dessus. Il y a des idées nouvelles qui viennent de ces approches que je voulais évoquer. Je ne sais plus le fil de mon... L'anti-sèche. Elle est où l'anti-sèche? C'est le vagabondage. C'est peut-être le vagabondage. Non, c'est ma capacité à faire des parenthèses tout le temps, à ouvrir des parenthèses, à les fermer. Et oui, voilà, j'y suis. Je voulais vous parler de cette chose extraordinaire qui est la plasticité cérébrale, qu'on a aussi découvert assez récemment. Qui est qu'on pensait, moi quand j'ai commencé mes études de médecine, que notre cerveau était figé, qu'il n'y avait pas beaucoup de changements. Et en fait, on s'est rendu compte que la structure du cerveau, que son fonctionnement pouvait se modifier avec des zones qui s'activent plus ou plus rapidement ou moins rapidement, et puis d'autres qui le sont moins. Ça, c'est l'aspect fonctionnel, mais aussi que la taille de certaines zones qui sont impliquées dans certaines émotions, que ce soit la peur ou que ce soit autre chose, peuvent diminuer de taille ou augmenter de taille en fonction de l'entraînement. Alors, il n'y a pas que la méditation qui a cet effet, toute pratique que nous avons. La première découverte, d'ailleurs, de cette extraordinaire plasticité cérébrale, elle a concerné les chauffeurs de taxi londoniens, avec une étude formidable qui montrait que, avec l'apprentissage de cette quantité de rues qu'ils devaient savoir avant les GPS, eh bien, il y avait des modifications de certaines zones du cerveau qui augmentaient de taille en fonction de ses capacités. Donc, tout apprentissage, tout entraînement correspond à ça. Et je vais m'autoriser une autre parenthèse, au risque de perdre le fil de mon idée, c'est que ce à quoi on est le plus entraîné dans notre vie, si vous y regardez, c'est la distraction. On a des capacités à être distrait par beaucoup de choses, et ça fait partie de notre capital humain. Dans l'évolution, ça nous a permis de survivre, faire face à des dangers. Mais le monde moderne a augmenté toutes ces sources de distraction, et on est en quelque sorte de véritables experts de la distraction. Et la méditation concerne un apprentissage et un entraînement de notre attention. Et c'est justement ce qui est concerné par cette distraction. C'est comme si on était entraîné tout le temps à l'inverse, par le zapping, par nos magnifiques objets digitaux, par la vie quotidienne, par les rythmes accélérés de tous les médias. Et peut-être que quand je vous ai invité à vous poser cette question, pourquoi est-ce que vous êtes venu là, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre d'une envie de retrouver de l'intériorité, de retrouver de la lenteur, de retrouver du silence, et de pouvoir le vivre de façon paisible. Parce qu'un des effets aussi de cette surentraînement à la distraction, c'est que le simple fait de se poser, de ne rien faire, est quelque chose qui nous est devenu quasiment anormal ou presque source de peur ou de quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est intéressant, encore plus dans notre monde moderne, de développer cette
cette stabilité mentale que permet l'entraînement de l'attention, qui n'est pas juste une capacité à mieux se concentrer, qui pourrait déjà être intéressante en soi, donc avoir plus de lucidité. Je vous parlais de ce brouillage de fond, ce bruit perpétuel qui nous empêche d'être au contact des informations importantes, mais qui nous permet aussi d'avoir plus de discernement. Lucidité et discernement, c'est source de plus de sagesse dans nos décisions au quotidien, dans nos moments de difficulté, quelles qu'elles soient. Au contact des patients, leur proposant différentes approches au-delà des approches techniques pour leur permettre de mobiliser leurs ressources. Il y a des choses intéressantes qui sont venues aussi de la douleur et de la façon de faire face à la douleur, qui est un des grands stress auxquels on est confronté dans beaucoup de maladies. Et les patients qui ont des douleurs chroniques ou qui ont des douleurs fortes et qui ne rencontrent pas suffisamment de soulagement au travers des possibilités habituelles de la médecine et qui font des programmes de méditation comme celui qu'on propose, qui est celui qu'avait créé Jon Kabat-Zinn, en fait, au bout de 2 mois, 8 semaines de début d'apprentissage et d'entraînement, alors qu'ils étaient totalement novices, voient des changements vraiment importants de la façon dont ils se relient à ce stress qu'est la douleur, à cette pression forte qu'est la douleur, qui peut être parfois vécue de façon moins importante, mais qui en tous les cas n'impacte plus leur vie de la même façon. Et c'est intéressant parce que les mécanismes qui relient la douleur, l'information physiologique dont on a tous besoin, parce qu'elle nous apporte une information intéressante sur notre besoin de s'adapter à ce qui se passe. La douleur est un message important, mais ce qui se passe la plupart du temps, une fois que ce message a été reçu, c'est que le traitement, pour dire ça de façon simple, qu'on fait de cette information, lui, il est très complexe. Il est fait de tout un tas de pensées qu'on va avoir, de tout un tas d'émotions qui vont se déclencher. Et ces composantes cognitives, les pensées émotionnelles, affectives, elles font un traitement de la petite information de douleur et rajoutent des couches en quelque sorte. Je m'inquiète sur ce que c'est, je me préoccupe de savoir si ça va durer longtemps, je recrute le souvenir que j'ai de quelque chose de similaire pour me dire ça va durer très très longtemps. Et c'est ainsi que se constitue finalement l'expérience vécue résultante, qui est la souffrance. Et il y a des niveaux différents de juste l'information douloureuse et puis la souffrance qui est ce qu'on vit et la seule chose à quoi on a généralement accès. Ce que permet la méditation dans ce domaine-là, c'est de commencer à y voir plus clair sur nos propres mécanismes de réaction automatique, de réaction face à la douleur et de mieux voir, d'être moins brouillé par ce brouillage général et de mieux voir ces composantes automatiques dues à nos habitudes, nos conditionnements, qui crée la souffrance. Et il y a un parallèle très intéressant à faire parce que ce que découvrent aussi les gens qui, avec la méditation, essayent de faire face à ces douleurs chroniques, c'est que ça a un impact dans leur vie quotidienne, et ils le découvrent par l'expérience, que c'est exactement la même chose en termes de douleur et de souffrance et du distinguo entre les deux, que par exemple entre le danger et la peur, entre toutes les situations face auxquelles on a des mécanismes automatiques qui se mettent en place et qui font qu'on n'est pas bien lucide, on n'est pas capable de décider vite, et toute situation qu'on met en général sous le chapeau du stress. Et les données de la science sur la compréhension de ces mécanismes sont intéressants aussi parce que on a pu objectiver qu'il y a une part importante d'anticipation sur la douleur quand on fait des tests avec des douleurs provoquées supportables chez des volontaires sains qui se prêtent à ça. On se rend compte que si c'est des méditants et qu'ils ont déjà un entraînement de quelques semaines, eh bien cette composante d'anticipation, elle est bien moins importante. On se rend compte que le temps pendant lequel dure le vécu de la douleur, il est également diminué. Cette persistance de quelque chose qui se passe plus longtemps après est diminuée aussi. Et ça, c'est des éléments objectivés par des explorations scientifiques importantes. Et il y a un vrai parallèle à faire avec la vie quotidienne et que vous pouvez trouver dans toutes les situations de stress, de relations avec les autres qui peuvent être stressantes, de capacité à se retirer du lien simplement par nos propres mécanismes de défense. Alors,
il y a aussi un certain nombre de choses qui commencent à apparaître sur la compréhension des mécanismes de notre intuition, de ce à quoi vous avez certainement eu accès en tant que décideur à un moment ou à un autre, où toute la logique et toutes les discussions que vous pouvez avoir avec des collaborateurs pour prendre une décision arrivent au terme de ce que ça peut vous apporter, et où, le sachant ou sans le savoir, vous faites confiance à autre chose, à une sorte d'évidence intuitive ou d'intelligence du cœur, du corps. Les mécanismes de ce fonctionnement commencent aussi à être un petit peu objectivés par l'imagerie cérébrale et à comprendre cela. Alors, je ne sais pas si je suis dans les temps qui me sont impartis, à peu près. Tout va bien? Encore 5 bonnes minutes. Il reste encore 5 bonnes minutes pour faire ce que vous proposiez qu'on fasse, Absolument. c'est-à-dire une petite pratique. Et oui, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes là, je ne sais pas. Alors, de façon très simple, pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, je vous propose de simplement prendre conscience de ce que vous êtes peut-être déjà très confortablement installé dans votre siège, ou si ce n'est pas le cas, de prendre un petit temps pour vous y installer confortablement. Laissez poser tout ce qui est lecture, engins digitaux, sollicitations diverses, dans l'idée de développer un petit temps de bienveillance peut-être à l'égard de vous-même. Une sorte de cadeau que vous pouvez vous faire, quelques minutes de pause, et soit de fermer les yeux si vous le souhaitez, ou de les garder ouverts, peu importe. Et commencez peut-être par simplement porter votre attention sur les sensations qui existent, auxquelles vous pouvez accéder dans les zones de contact du corps avec le sol, une partie de la plante des pieds. Et quand je dis ça, vous voyez peut-être d'emblée que c'est peut-être pas si facile, mais que c'est accessible. S'intéresser simplement à ces sensations qui sont présentes dans la plante des pieds. Puis s'intéresser aussi, porter son attention sur les sensations dans les autres parties du corps au contact du fauteuil. Juste les sensations qui sont là dans les cuisses, dans le bas du dos, dans les fesses, avec une curiosité, une sorte de façon de simplement réhabiter le monde intérieur des sensations telles qu'elles sont présentes. Et puis peut-être, je vous invite à simplement entrer en contact avec la respiration telle qu'elle se passe également dans le corps, sans aucune envie de changer quoi que ce soit, simplement une invitation à se sentir respirer, ce fonctionnement si naturel qui est présent en nous à chaque instant. Et peut-être y a-t-il une région où cette sensation en lien avec la respiration est plus accessible dans le corps, où que ce soit, ou bien la possibilité aussi de sentir tout le corps respirer.
Et puis je vous invite simplement à, si vous le souhaitez, vous remercier peut-être de vous être accordé ce temps, quel qu'en ait été le contenu. Et puis de rouvrir les yeux si vous les aviez fermés, reprenant contact avec ce qui vient à nos yeux lors qu'on les ouvre. Et je serais très intéressé de savoir pour celles ou ceux d'entre vous qui seraient d'accord de partager un petit peu, juste de façon très simple, de quoi est-ce que vous avez fait l'expérience pendant ces quelques instants, et on va s'accorder quelques minutes. Si on a le temps. Oui. Le lâcher prise. Oui, merci. Ah oui, une forme de sérénité. Ok. Une forme de densité. Oui, de densité. Ok. Ce qu'il y a de bien avec ce petit échange qu'on peut faire, c'est que vous ne pouvez pas vous tromper. Il n'y a pas de réponse fausse. Quoi que ce soit dont vous ayez fait l'expérience, c'est ce dont vous avez fait l'expérience. Et si c'est des tensions, c'est des tensions. Si c'est des pensées, c'est des pensées. C'est une des merveilles de la pratique de la méditation, c'est que ce n'est pas fait pour se trouver dans un autre état que celui dans lequel on est. C'est simplement fait pour développer la capacité de mieux se rendre compte de l'état dans lequel on est. Et parfois c'est triste, parfois c'est gai, parfois c'est douloureux, parfois c'est agréable. Et je vous le disais, avec la douleur et la souffrance, c'est aussi quelque chose que disent les patients, c'est cette capacité qui se développe à faire l'expérience de ce qui est tel que c'est. Pas de transformer l'expérience, mais vraiment de faire l'expérience de ce qui est tel que c'est, de plus en plus finement, de se familiariser avec ces états intérieurs qui sont faits de pensées, qui sont faits d'émotions, qui sont faits de sensations. Est-ce que il y a d'autres choses? Maintenant que vous savez que vous ne pouvez pas faire faux, ça peut libérer la parole. À la réouverture des yeux, en fait, j'ai l'impression d'être plus proche des personnes de cette salle. J'ai un petit peu moins peur du monde. Oui, intéressant aussi, merci. Moi, j'adore tout simplement partager du silence à plusieurs. Merci. J'étais déjà proche des gens parce qu'il y a une ambiance particulière. Je pensais, quand on est bienveillant et on aime les autres, on se sent seul dans cette société. Et le fait d'être là, ce silence-là m'a dit, je suis plus forte. Il y a beaucoup de gens comme moi, il y a beaucoup de gens comme vous. Et voilà, et je suis vraiment contente d'être là. Ok, merci. Essayez de ne pas oublier une partie de l'assistance. Moi, j'ai vécu un moment de tendresse pour mon corps. Waouh. Ouais. Merci beaucoup d'oser dire ça. D'oser dire ça parce que on a un peu l'impression que dans notre monde, mais c'est vrai dans toutes les sphères professionnelles, je crois, cette tendresse à l'égard de soi-même, c'est comme si c'était quelque chose d'interdit, de maladif, de honteux, alors qu'au contraire, plus on est bienveillant et tendre avec soi-même, plus on peut s'ouvrir aux autres et partager. Ouais, merci. Moi, j'ai ressenti de la connexion avec ma vie, enfin, voilà, une vibration particulière. Ok, merci.